Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de votre magazine Afrique Mag, un numéro qui sera consacré essentiellement à la deuxième édition de la conférence africaine des startups, un événement placé cette année sous le thème l'innovation pour le développement du continent. Cette édition a vu la participation de plus de 200 investisseurs et experts internationaux dans le domaine des startups, en plus des start-upers et porteurs de projets innovants venus de 34 pays présents à cette conférence. Mais avant de revenir sur cet événement, place au reportage du magazine. Selon les données de la Banque mondiale, les exportations et biens et services du continent africain restent faibles, représentant à peine 3% du commerce mondial en 2022. En observant la structure des exportations des États africains, la conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement constate qu'en 2022, les produits de base ont représenté plus de 60% des exportations totales de marchandises dans 45 pays africains sur 54. Pour impulser l'industrialisation et accroître la part du secteur secondaire dans les économies, de nombreux pays du continent ont mis en place des zones industrielles en fournissant sur des sites précis des infrastructures appropriées à la production et les facilités d'investissement. Le concept de zone économique spéciale fait florès sur le continent africain. D'après la CNUSED, la conférence des Nations Unies sur le commerce et sur le développement, le nombre de ZES en Afrique a atteint 237 en 2020 contre environ 20 en 1990. En Côte d'Ivoire, par exemple, le gouvernement a initié une dizaine de projets de zones industrielles, dont celle d'Akoupé-Zedi à Abidjan, avec une dotation de 1000 hectares. Les pouvoirs publics veulent lever tous les obstacles enregistrés sur cette plateforme afin de leur permettre de fournir leur plein potentiel. Les mesures les plus récentes qui ont été prises par le gouvernement concernent la mise en place d'un cadre stratégique de développement des zones industrielles qui a été adopté en février 2022 par le gouvernement. Ce cadre constitue un peu comme des éléments d'orientation pour résoudre les problèmes qui concernent les zones industrielles. Il s'agit principalement de la sécurisation du foncier industriel. Il s'agit également du financement des zones industrielles. Au Gabon, en Coque, dans le département du Komo-Monda, le gouvernement a mis en place, avec le partenariat d'entreprises privées comme Arise IIP, une zone économique spéciale qui a permis aux pays d'Afrique centrale de réduire ses importations de bois en grumes entre 2014 et 2022. Grâce à Coque, selon les données officielles, le chiffre d'affaires de l'exploitation forestière est passé de 28 milliards de francs CFA à 93 milliards de francs CFA, soit une croissance de 231%. Arise IIP est une entreprise qui se concentre sur le secteur de la transformation en Afrique. Nous étudions chaque pays pour savoir les matières premières exportées qui peuvent constituer une valeur ajoutée dans le pays ou les importations de produits qui peuvent pourtant être fournis localement. Aujourd'hui, nous sommes dans 10 pays: Gabon, Bénin, Togo, Tchad, Rwanda, Nigeria, Côte d'Ivoire, République du Congo, République démocratique du Congo. Grâce aux investissements d'Arise IIP, le Gabon est passé du statut d'exportateur de bois en grumes à celui de deuxième plus grand exportateur de contreplaqué dans l'hémisphère nord. L'entreprise Arise IIP, qui a ouvert un magasin de meubles à Miami aux États-Unis, affirme vendre le mètre cube de contreplaqué entre 10 000 et 12 000 $ contre 150 $ au moment où le Gabon exportait le bois en grumes. Les zones industrielles permettent de transformer diverses ressources, à l'instar des produits agricoles ou ceux de l'élevage. De nombreux pays, y compris l'Éthiopie, ont adopté ce modèle de ZES pour le développement économique. L'Éthiopie est prête pour les investissements et il y a de nombreuses raisons pour lesquelles l'Éthiopie est l'une des meilleures destinations en Afrique pour attirer les investissements dans différents secteurs. L'un de ces éléments clés est le développement des parcs industriels conçus pour être durables, entièrement équipés d'infrastructures modernes et de certaines installations de production. Ces sites aident les investisseurs à démarrer la production le plus rapidement possible car ils offrent des installations prêtes à l'emploi. Les États promeuvent les ZES, piliers de l'industrialisation et du développement des villes, en mettant en place des avantages fiscaux, des infrastructures pour faciliter la production et un accès aux fonciers industriels pour les entreprises qui souhaitent s'y implanter.
De nombreux pays africains connaissent un déficit en infrastructures, notamment dans les secteurs de l'énergie, des télécommunications et des transports routiers et ferroviaires. Le principal problème demeure la gestion du financement. Les données publiques estiment plus de 100 milliards de dollars de déficit de financement rencontrés chaque année en Afrique pour la réalisation d'infrastructures. Pour résoudre ce défi, Africa 50 a été créé pour catalyser de nouveaux investissements, de nouveaux flux d'investissements plutôt, dans le développement d'infrastructures essentielles sur le continent. L'Afrique enregistre chaque année un déficit de financement allant jusqu'à 100 milliards de dollars selon la Banque africaine de développement. Soucieux de combler ce déficit, Africa 50, initiative du groupe de la BAD et des chefs d'État africains, promeut des projets d'infrastructures de moyenne et grande envergure ayant un fort impact sur le développement de l'Afrique tout en proposant un rendement attractif aux investisseurs. Le financement des infrastructures est un point important. Lorsqu'on analyse, nous avons encore un gap de financement, un besoin qui est important. Mais ce besoin important, il faut le voir comme étant en fait la résultante de trois phénomènes. Le premier, c'est le rattrapage donc, sur le financement des infrastructures. Donc, vous savez que dans les années 80-90, donc ce retard-là. La réduction des investissements en infrastructures impacte négativement la réduction des déficits annuels de financement de l'infrastructure en Afrique. Le Fonds d'accélération des infrastructures d'Africa 50 est un instrument essentiel qui vise à combler le déficit de financement dans le domaine des infrastructures en Afrique. Ces investissements ciblent des projets d'infrastructures transformateurs dans divers secteurs, notamment l'énergie, les transports, les télécommunications et l'eau. En 6 ans, Africa 50 affirme avoir mobilisé 6,6 milliards de dollars de financement pour 21 projets dans 22 pays du continent africain. Le deuxième phénomène, c'est la croissance de la population, de cette croissance naturelle qui augmente les besoins, mais qui sont une vraie opportunité. Le deuxième aspect qui est en fait la conséquence de quelque chose de positif, c'est l'augmentation du niveau de vie, donc qui fait que les besoins individuels augmentent, que ce soit la consommation en énergie, en eau, les besoins de transport. Donc ces trois phénomènes font que nous avons en fait un besoin de rattrapage. Lomé, la capitale togolaise, a abrité en juillet dernier le forum Infra for Africa d'Africa 50 en marge de son assemblée générale des actionnaires. L'événement qui a mobilisé important d'investisseurs institutionnels africains est une première pour un fonds d'infrastructure en Afrique. Elle démontre la détermination du continent à jouer un rôle moteur tout en forgeant des partenaires mondiaux pour stimuler sa croissance économique. Nous voulons aller vite et aller bien, il faut que nous puissions répliquer ce que nous apprenons des autres marchés. Ça peut être des marchés hors du continent africain, où nous pouvons reproduire, où nous regardons quand nous faisons quelque chose dans un pays, comment en fait aller vite dans d'autres pays. Il ne s'agit pas de copier et de coller, mais de répliquer en prenant en compte donc cette dimension locale. Le fonds d'accélération des infrastructures de 500 millions de dollars, innovation mise en place par Africa 50 en 2021, est un fonds de capital à investissement pour les infrastructures d'une durée de 12 ans qui mobilise des capitaux institutionnels à grande échelle et à long terme auprès d'institutions africaines et internationales. S'appuyant sur les structures de développement et de financement de projets d'Africa 50, l'IAF vise à investir dans des projets d'infrastructures bancables offrant aux investisseurs des rendements attrayants. L'après-Covid-19, voilà à quoi s'est intéressé cet atelier qui a rassemblé plusieurs jeunes venus de différents horizons. Comment cette frange de la société la plus importante en termes de nombre a vécu cette pandémie et quelles sont ses conséquences sur ces jeunes. Voilà à quoi la rencontre de Dakar a essayé de répondre. Compte rendu, Stéphane Massima. Des jeunes venus d'horizons divers. Pour participer à cet atelier, les organisateurs s'intéressent aux questions de société, notamment la Covid-19 a frappé de plein fouet le monde. Ces personnes ont mis en place un projet pour en savoir comment les jeunes ont vécu cette pandémie. Ils ont initié un projet sur les jeunes. Vous savez, à la survenue de la pandémie, donc les jeunes ont été très affectés.
Donc on a voulu savoir, dans le cadre de ce projet, comment est-ce qu'ils ont réagi, comment est-ce qu'ils ont subi le projet, quelles sont les stratégies d'adaptation aussi qu'ils ont eu à utiliser. Donc ça, l'objectif du projet justement, c'est de les rapprocher, de s'approcher d'eux, de voir aussi quelles sont leurs aspirations. Donc en quoi leurs ambitions ont été freinées par la pandémie et comment ils se sont adaptés à la pandémie. Les aspirations et la résilience des jeunes, des objectifs clés, sujet qui interpelle l'ensemble des citoyens, affirme l'ex-ministre de la Jeunesse et de l'Emploi. Sujet qui, à mon avis, interpelle l'ensemble des citoyens à quelque titre que ce soit. Et donc, moi, je me sens en tout cas très honoré d'avoir été invité et pour partager avec d'abord les professeurs et autres concepteurs de l'atelier, mais aussi et surtout être face à ces jeunes enquêteurs, entrepreneurs qui exposent un peu leurs préoccupations propres et aussi également les préoccupations des jeunes. Un projet de recherche sur les aspirations et la résilience des jeunes en Afrique. Pour ces étudiants, c'est un cadre d'échange de donner leurs attentes mais également leurs défis. Et en tant que jeune, je me trouve vraiment ici à ma place car c'est un cadre d'échange qui nous permet, nous jeunes, de donner nos attentes mais aussi les défis que nous devons relever en tant que jeunes. On a une satisfaction par rapport à ce qui a été dit et ce qui a été ficelé comme résultat par rapport aux jeunes, etc. L'objectif principal de cet atelier est de valider les résultats de la recherche sur les aspirations des jeunes, ainsi que l'attestation par les parties prenantes de la présentation axée sur des données. Dans le cadre de son programme national de lutte contre la cécité, les Comores continuent d'accueillir des délégations d'ophtalmologues venus de l'étranger. Leur mission, accompagner leurs homologues comoriens et surtout participer à la formation du corps médical et paramédical aux nouvelles techniques dans le domaine de l'ophtalmologie. 4 ophtalmologues venant de l'extérieur se trouvent actuellement aux Comores pour accompagner leurs homologues comoriens dans la lutte contre la cécité. Lors d'un point de presse tenu ce lundi à Moroni, propos essentiels ont été mis en relief. Prise en charge des maladies, dépister les enfants à l'école et célébrer la 17e journée médicale. Dr Chanfi a relevé que le cataracte est fréquent en Union des Comores. Nous allons essayer de commencer nos activités aujourd'hui, même un peu tard, mais l'objet c'est de pouvoir vous montrer l'intérêt de ces missions, que ces missions sont là dans le cadre des échanges de techniques chirurgicales entre les ophtalmologistes locaux et les ophtalmologistes internationaux. On essaye de pouvoir échanger et d'apprendre de nouvelles techniques pour ceux qui ne connaissent pas. Donc voilà l'intérêt de ces missions chirurgicales. Mais aussi, il y a un intérêt de formation médicale continue puisqu'ils participent aussi aux journées médicales d'ophtalmologie des Comores. Il est à retenir que la célébration de la journée médicale a choisi comme thème cette année l'œil et la grossesse. Le patrimoine culinaire en Afrique est important et génère près de 58 millions de dollars de chiffre d'affaires sur le continent. Pour mieux valoriser ce secteur, des institutions financières veulent investir dans des restaurants africains et permettre que la gastronomie plutôt soit un outil fort pour le développement du continent. Les mets africains ont pendant plusieurs années manqué de valorisation. C'est pour cette raison que des leaders et institutions financières ont décidé d'accorder plus d'investissements dans l'art culinaire. La cuisine est un secteur qui professionnalise et qui s'ouvre aux jeunes.
Les acteurs souhaiteraient plus d'engagement. La restauration fait partie des activités touristiques que les autorités classent parmi les piliers devant permettre la diversification économique. Les salaires étaient très bas et à l'époque, très peu de choses étaient faites pour aider les chefs à apprendre, à acquérir des connaissances. La cuisine locale impose une forte demande en produits locaux de qualité. Les acteurs du secteur estiment que si le tourisme culinaire en Afrique est bien encadré, il pourrait contribuer au développement de l'agribusiness sur le continent, lui permettant d'aller bien au-delà du $1 trillion de revenus que la Banque mondiale estime qu'il générera d'ici 2030. L'industrie gastronomique en Afrique est encore très en retard par rapport au monde occidental. Mais je pense que nous avançons à grands pas et que des événements comme celui-ci contribuent à faire avancer la conversation autour de l'industrie culinaire et gastronomique. Je pense que dans quelques années, si nous travaillons tous ensemble, à l'intérieur des pays, parce que nous ne collaborons pas assez, et cela peut être la force pour être reconnu dans le monde. Le monde a les yeux tournés vers l'Afrique en ce qui concerne la gastronomie. Pour promouvoir et générer plus de revenus des entreprises locales et donner du pouvoir aux chefs et aux entrepreneurs, la Banque africaine d'import-export Afreximbank a lancé un nouveau programme. Ce programme panafricain de gastronomie et d'art culinaire veut cultiver un écosystème complet de la ferme à la table et espérer donner plus de visibilité à la gastronomie africaine. Douala, la capitale économique du Cameroun, a accueilli pendant 3 jours la première édition du concours des professionnels des métiers de l'hôtellerie et restauration tourisme, un événement inédit qui a réuni tous les professionnels camerounais en la matière. Il faut que la destination Cameroun garantisse aux touristes des services répondant aux standards internationaux à travers la qualité de l'apprentissage et des services offerts. Cette exigence a fait l'objet d'une formation de 3 jours à Douala, la capitale économique du Cameroun, du 15 au 17 novembre. Un événement qui visait la mise en lumière professionnelle camerounaise de l'hôtellerie, de la restauration et du tourisme. Le thème de cet événement, comme vous le disiez, la valorisation des compétences professionnelles. On ne cherche pas à savoir qui cuisine le mieux. On ne cherche pas à savoir qui fait mieux sa chambre. On cherche à savoir qui a des compétences, qui a la pratique et qui a la base en fait. Et pouvoir transmettre. Parce que ces personnes vont travailler avec des personnes qu'elles ne connaissent pas. Donc le résultat, c'est ensemble. Cette première édition du concours des professionnels de la cuisine et des étages a réuni près de 200 professionnels du secteur du tourisme et de l'hôtellerie autour d'une évaluation pour renforcer davantage la professionnalisation des formations. On a encore du mal à valoriser les produits du terroir, le produit du Cameroun. On est encore sur la basquaise, Dijon, carbonara. Non. Aujourd'hui, il est temps, on peut créer sa gastronomie avec les produits du terroir et valoriser le plantain, je ne sais pas moi, le coquille. Mais il suffit juste de travailler le produit et de créer le produit. Pendant 3 jours, les participants ont assisté aux rencontres business to business avec les prestataires fournisseurs de choix, aux évaluations théoriques et surtout aux évaluations pratiques avec 7 participants pour la cuisine et 5 pour les étages. Ce faisant évalué par les professionnels à la matière. Alors là, je crois qu'elles ont commencé par faire le nettoyage du sol pour être sûr qu'il n'y ait pas de saleté qui arrive sur les draps. Et là, elles sont en train de faire le lit au carré, avec la méthode au carré, je pense. Donc on va voir, là c'est une étape importante avec le linge, vérifier que le linge est propre, le nouveau linge de lit est très propre, et pouvoir l'installer sans plis, avec les bons angles, les bons plis. Donc... Les critères du concours de cuisine d'aujourd'hui, je vais parler du côté pratique, étaient basés sur l'organisation, le timing, la créativité et l'organisation au poste de travail. Au final, ce sont les dames Léonore Ngayep et Valérie Eyokol qui ont remporté respectivement les prix de la bonne cuisine et les étages.
Retour donc, comme annoncé au début de l'émission, sur la deuxième édition de la conférence africaine des startups qui s'est tenue à Alger du 5 au 7 décembre. Un rendez-vous auquel ont pris part de nombreux participants entre start-upers, investisseurs et experts internationaux venus de 34 pays africains, avec au programme des panels et une exposition pour les porteurs de projets, une occasion pour ces jeunes Africains de débattre de leurs préoccupations et d'échanger leurs expériences. Compte rendu, Yasmine Mesroudi. Accroître la visibilité des startups africaines et stimuler leur contribution au développement économique sont les principaux objectifs de la deuxième édition de la conférence africaine des startups. Les 200 exposants présents à cet événement ont eu l'occasion d'échanger leur expérience et de présenter leurs produits en vue de conclure des accords de coopération. Ce forum-là et cette conférence-là est un grand aujourd'hui opportunité pour nous justement pour pouvoir échanger avec de jeunes talents algériens qui sont très ambitieux aussi. Alors actuellement en Tunisie, nous avons plus de 95 000 utilisateurs, 11 000 prestataires. Tout cela est réparti sur toute la Tunisie et nous avons aussi l'ambition, dans toute suite logique, de nous expandre en Algérie. Alors le marché algérien aujourd'hui, c'est un marché qui est très grand par rapport à la Tunisie. On est doté de l'espoir, donc puisqu'on est doté d'espoir, on espère toujours être, pourquoi pas, à l'auteur pour avoir des entreprises à l'échelle nationale et pourquoi pas à l'échelle internationale, c'est ça. La présence conjointe des opérateurs économiques locaux et étrangers a créé un cadre propice à l'établissement de partenariats fructueux, de promouvoir la coopération économique. On saisit cette opportunité pour discuter de collaborations potentielles, ouvrant la voie à des synergies qui peuvent bénéficier à la croissance économique tant locale qu'internationale. Il y a des projets qui sont très intéressants, et là je parle pour notre écosystème, donc projets algériens, même si dans d'autres pays ils sont très intéressants. On a les premiers ambassadeurs de notre écosystème tech qui nous représentent assez bien. Nous avons même des Algériens qui sont à l'international, qui sont dans des VCs, qui ont ramené leurs collègues et d'autres VCs pour créer cette dynamique. Donc on a un fort espoir de voir la signature. Et il y a de très très belles pépites et j'en suis sûr qu'on va voir des deals se faire cette année. Il y a beaucoup d'opérateurs économiques qui désirent investir en Afrique mais ne savent pas où ni comment. Mon rôle est de les accompagner et les conseiller. Nous avons beaucoup d'entrepreneurs qui ont des projets très intéressants qui méritent d'être mis en lumière. Il y a un programme qui s'appelle Catalytic Africa, qui est un programme qui va investir dans les startups. Dont le but de notre présence aujourd'hui en Algérie, c'est aussi d'explorer des voies d'implication ou d'implémentation des programmes comme Catalytic avec le gouvernement algérien. Les startups jouent un rôle essentiel en apportant une contribution significative à la réalisation des objectifs définis par l'agenda de l'Union africaine, ainsi que celui des Nations Unies pour le développement durable et la stratégie de transformation numérique pour l'Afrique 2020-2030. Et pour mieux parler de cette conférence, je vous propose de rejoindre mes invités. Mais avant cela, jingle. C'est donc à partir du Centre international des conférences Abdeltif Rahal que nous vous retrouvons pour parler de la deuxième édition de la conférence africaine des startups qui s'est tenue ici même du 5 au 7 de ce mois de décembre. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir pour vous Monsieur Douglas Biondou. Il est expert international et il nous vient du Cameroun. Monsieur Biondou, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, merci. Voilà, et nous avons aux côtés de M. Douglas Biondou, notre cher Sofiane Boudjma. Il est start-upper, il est formateur et il intervient comme expert auprès d'un incubateur privé. C'est bien cela, Sofiane? Exactement, merci de me recevoir. Bonsoir et merci justement d'honorer cette invitation. Alors, messieurs, je vais commencer peut-être par revenir sur un fait qui me paraît important. Nous sommes à la deuxième édition. Cela sous-entend qu'il y en a eu une déjà. C'est important de pérenniser des rendez-vous comme celui-ci? Alors c'est important d'une année sur l'autre de montrer l'importance qu'ont les startups pour la croissance du continent. Et pour moi, je constate qu'entre l'année dernière et cette année, il y a effectivement une forte évolution. Très content d'être ici.
Absolument, je rejoins exactement ce que dit notre ami. Où on remarque la qualité des intervenants, mais aussi que l'événement a grossi en termes de nombre d'intervenants, de participants, mais aussi de la qualité des experts qui ne fait que s'améliorer d'une année à une autre. Alors Soufiane, je sais que vous aviez participé à la première édition, contrairement peut-être à Douglas Biondou. Il y a eu l'adoption d'une feuille de route lors de la première édition. Il y a également eu l'adoption d'une charte ici à Alger lors du sommet des ministres africains des startups. Cela sous-entend qu'il y a réellement aujourd'hui une volonté politique de la part des pays africains d'accompagner, d'encourager les start-upers. Je pense qu'aujourd'hui, le continent africain a compris l'intérêt de promouvoir les startups. Aujourd'hui, les startups africaines arrivent à lever des fonds, arrivent à s'imposer aussi bien au niveau local de leur pays, mais aussi à un niveau continental et même à l'international. Je pense qu'aujourd'hui, les signaux sont forts pour les investisseurs, car rappelez-vous, un investisseur, c'est quelqu'un qui évalue le risque en permanence. Donc plus on lui donne de signaux positifs, plus il sera réconforté à vouloir investir. Et c'est aussi pareil pour les entrepreneurs, ça les réconforte aussi à vraiment aller de l'avant. Donc oui, il y a eu cette charte qui a été signée, il y a beaucoup d'actions qui se font aussi bien en termes de propriété intellectuelle, de réglementation, de facilitation à l'accès au marché des différents pays. Donc c'est vraiment des signaux extrêmement positifs et forts que donnent aujourd'hui les gouvernements pour les entrepreneurs, mais aussi pour les investisseurs. Douglas, il y a eu, on l'a dit, cette feuille de route. Il y a eu la déclaration d'Alger cette semaine aussi, qui a été signée par les ministres africains des startups. Est-ce suffisant ou il va falloir justement faire preuve d'action maintenant? Je pense que les gouvernements sont dans leur rôle. Ils impulsent. Ouais. Après que les gouvernements impulsent, c'est à nous, maintenant, experts, entrepreneurs, formateurs, de pouvoir maintenant prendre le relais. Donc je pense que ça ne suffit pas, mais c'est déjà pour nous qui sommes experts, et en tout cas en ce qui me concerne pour moi qui ai été invité par l'Algérie sur cet événement, un grand signe d'unité et de volonté d'être ensemble pour faire de l'Afrique une puissance. Alors très honnêtement pour vous deux, je présume que durant ces 3 jours de cette deuxième édition, vous avez beaucoup discuté avec les participants, les start-upers ou les autres maillons de la chaîne. Très honnêtement, vous qualifierez cette deuxième édition de comment réussir? Alors ça dépend des critères. Oui. Ça dépend des critères de chacun. Oui. Chacun est venu ici avec ses propres critères. Je peux parler en fait des critères qui sont les miens. Les critères qui sont les miens, c'était la qualité des intervenants, c'est la qualité des thématiques, et puis c'est la volonté d'unité, cette nouvelle ère, cette impulsion. Oui. Et franchement, sur ces 3 critères, moi je suis extrêmement satisfait. On est nombreux à être venus, à être invités par l'Algérie et à se regarder en se disant mais c'est vrai, on est ensemble là dans cet événement. Ouais. On est ensemble pour inviter à une Afrique forte. Ça, c'est un sentiment que moi, sur les 15 dernières années, je n'ai pas senti. Donc on sent vraiment qu'il y a une impulsion et qu'il y a une volonté de faire quelque chose ensemble. Oui. Alors le premier but d'une rencontre comme celle-ci, c'est de faire rencontrer d'abord les start-upers, puis les autres maillons de la chaîne. Et je pense que c'est déjà un but atteint. Lorsque vous parlez avec ces start-upers, est-ce que c'est suffisant 3 jours pour qu'ils soient en contact, pour qu'ils discutent ensemble, pour qu'ils échangent leurs expériences? Ou il faudrait qu'il y ait d'autres rendez-vous, que ça ne soit pas un rendez-vous annuel seulement? Alors, moi, juste pour rebondir sur comment qualifier cet événement, moi, j'aurais dit réseau, où on a réussi aujourd'hui, à travers ce genre d'événement, à créer un réseau local et international pour mettre en relation aussi bien les start-upers, les investisseurs et toutes les parties prenantes du monde entrepreneurial. Pour revenir à votre question, effectivement qu'aujourd'hui, c'est un point de rencontre fondamentalement. Et c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup de cette dimension qui nous permettent de nous connecter à des pays voisins, des pays africains, où l'on se rend compte que quand même, il y a du travail encore à faire pour créer ces passerelles entre les différents acteurs. Mais c'est déjà un premier pas de réunir tout le monde, de pouvoir
pouvoir accéder à des pays comme le Cameroun, comme nos voisins, par exemple la Tunisie ou encore le Kenya, etc., qui sont à la fois des marchés pour nos entrepreneurs, mais aussi de vraies passerelles pour promouvoir notre image, aussi bien d'un pays, mais aussi d'un continent qui aujourd'hui investit et qui favorise l'investissement. Donc, pour revenir aussi à la question de est-ce que c'est une réussite aujourd'hui, en fait, je rajoute à la partie des critères, c'est la temporalité. Aujourd'hui, si on devait évaluer sur la qualité des intervenants, sur le nombre de participants, etc., c'est une totale réussite. On a été extrêmement ravis de voir des investisseurs, de fonds d'investissement avec plusieurs... alors, on est au niveau du milliard. Alors, il y a un travail qui se fait pour évaluer la valeur des investisseurs qui sont venus à travers leur portefeuille. Oui. Donc ça, on aura les chiffres bientôt. Mais aussi, donc un autre volet sur l'évaluation, ce sera dans le temps. Je pense qu'il y a un travail qui va se faire pour évaluer tous les leads qu'on a eus, tous les partenariats qui vont être signés après cet événement. Et ça aussi, c'est un critère assez intéressant à évaluer dans le temps. Alors, il y a eu un programme très riche lors de ces 3 jours. Une exposition, il y a eu des panels. Est-ce que vous pouvez dire aux téléspectateurs qui nous suivent quel a été le programme de cette 2e édition essentiellement ? Alors, c'est très long, il y a eu beaucoup de choses. Alors, il y a eu des panels, des événements annexes à l'African Startup Conference. Il y a eu des panels technologiques, on a parlé d'investissement, on a ramené des investisseurs, on a ramené des experts en politique gouvernementale, on a ramené des experts en propriété intellectuelle, mais aussi il y a eu des pitch contests, donc il y a eu des compétitions pour permettre aux startups de pitcher, aussi bien dans la tech for good, aussi bien dans l'intelligence artificielle, aussi bien dans les green tech, etc. Donc il y a eu une panoplie d'événements aussi bien pour promouvoir les startups, pour encourager un dialogue avec une expertise internationale, pour mettre en place des politiques gouvernementales locales mais aussi africaines. Et bien évidemment, on a eu de la tech for women, donc promouvoir l'entrepreneuriat féminin. Donc c'est très riche, je ne pourrais pas tout citer en quelques secondes, mais c'était vraiment varié. Tout le monde en a eu pour ce qu'il voulait. Et c'était vraiment, la qualité des intervenants aussi était très marquante. L'apport des experts, Biondou ? En ce qui me concerne, j'ai beaucoup apprécié la pluralité des intervenants. En ce qui me concerne, j'ai jamais eu l'occasion de rencontrer, par exemple, moi qui suis francophone, des intervenants d'autres pays, en particulier anglophones. Nigeria, Kenya, retrouver des Camerounais ici, des Camerounais qu'on connaît comme étant influents. J'ai aussi beaucoup apprécié la dimension tech, mais toujours, et je terminerai là-dessus, avec un narratif sous-jacent derrière. Que l'on parle tech, que l'on parle women in tech, que l'on parle des talents, que l'on parle des discussions sur comment retenir les startups ici, les empêcher, faire en sorte qu'elles ne partent pas lorsqu'elles ont la croissance. Moi, j'ai trouvé que dans tout ce narratif derrière, il y avait planait cette idée d'une Afrique forte. Et d'une Afrique forte par ses talents, par ses entrepreneurs. Et ça, c'était magnifique. Il y a eu, alors je reviens sur l'histoire des talents qui est fondamentale pour l'Afrique, comment retenir des talents. Il y a eu un panel à ce sujet qui était comment garder les headquarters et la partie pensante, savante des startups en Afrique. Aujourd'hui, les startups s'internationalisent. Le sales, les commerciaux, il peut être à l'international, mais aujourd'hui, il y a eu une réflexion dans un des panels de l'African Startup Conference pour comment retenir le headquarter dans les pays africains, en Algérie pour moi, dans mon cas, mais aussi dans les pays africains pour faire cette rétention de talents et d'expertise localement. La matière grise reste ici et le sales, la commerciale, s'internationalise. Alors, vous me tendez la perche puisque vous parlez justement de l'Afrique. C'est un marché important. Est-ce qu'il est temps que les start-upers ne pensent pas juste avec la dimension nationale, mais visent un marché africain qui est important et vont justement à la conquête de ce marché ? Je pense que les travaux actuellement entre les gouvernements, la zone de libre-échange africaine, la ZLECAf, ce sont des signaux qui encouragent le commerce et la collaboration interafricaine. Je pense aussi que cet événement va aussi dans ce sens-là. Donc vous voyez, on a des différents signaux à envoyer aux entrepreneurs pour leur dire, 1, nous pouvons être fiers de nous, 2, nous pouvons collaborer ensemble, et aussi il y a cette idée, et là encore ça planait un petit peu dans les débats, c'est que nous devons résoudre les problèmes de nos pays déjà. Ça, je trouve que c'est très très important. Nous pouvons essayer de résoudre les problèmes de nos pays, rester dans nos pays, créer notre propre narratif. Et ça,
c'est extraordinaire pour moi en tant qu'expert de voir que ma compétence peut être ajoutée à d'autres compétences pour intégrer une dimension culturelle, une dimension panafricaine et raconter notre propre histoire. Très bien. Soufiane, vous parliez tout à l'heure du financement, justement, puisqu'on parle du marché africain. Et ces financements, ils ne doivent pas être que nationaux, ils doivent être aussi continentaux. Est-ce qu'il y a eu des pistes qui ont été dégagées lors de ces panels, lors de ces rencontres, lors de cette deuxième édition, justement, de cette rencontre africaine? Alors, déjà, on a invité des investisseurs. C'est-à-dire aujourd'hui, durant les 3 jours de l'African Startup Conference, il y avait des investisseurs, il y avait des fonds d'investissement, ce qu'on appelle des VC. Donc déjà, c'était une possibilité de rencontrer vraiment les acteurs du financement. Après, oui, il y a eu beaucoup de panels, beaucoup de rencontres, de workshops avec les investisseurs pour à la fois comprendre leurs besoins, mais aussi améliorer le fait de les réconforter. Aujourd'hui, un investisseur, comme je disais au début, il cherche à être réconforté pour investir. Ce n'est jamais une question de fonds, mais c'est une question de risque qu'il va prendre. Et aujourd'hui, à travers ce genre d'événements, à travers les rencontres qu'on crée, on les rassure et surtout, on leur donne un point de contact. Dans beaucoup de cas, on manque parfois juste d'un point de contact, d'un pied à terre pour accueillir ces investisseurs qui sont là, qui sont présents et qui veulent investir. C'est un marché extrêmement intéressant qui est en croissance sur tous les aspects, que ce soit de la health tech, que ce soit de l'agri-tech, que ce soit de la logistique, etc. Tous les secteurs en Afrique sont en croissance. Donc il y a de l'investissement à venir, à celui qui sera le plus smart pour le capter et l'injecter dans leur marché. Pour l'expert que vous êtes, Douglas Biondou, cette question justement du financement, elle commence à se dégager. Il y a des pistes qui commencent vraiment à se dégager. Et il y a un autre aspect qui pourrait être un atout justement. On parle de passerelles, on pourrait éventuellement penser à créer aussi des passerelles avec la diaspora africaine qui vit à l'étranger. Son apport pourrait être aussi bénéfique. Pour aller dans votre sens et pour compléter le propos de Sofiane, on a parlé des VC, mais aussi j'insiste un peu sur les business angels. Il y a beaucoup de personnes de la diaspora qui veulent contribuer, qui ont un patrimoine financier, qui ont une expertise parfois en entrepreneuriat. Et de manière générale, beaucoup veulent contribuer au développement du continent. Beaucoup veulent faire du give back. Moi, en ce qui me concerne, j'ai une expertise dans la technologie et aussi dans la formation des talents. Moi, je connais beaucoup de personnes de la diaspora qui aujourd'hui ne savent pas où aller, ni qui approcher pour pouvoir impacter. Et donc, à travers un événement comme celui-ci, ça va être simple maintenant. On parlait d'une plateforme, des investisseurs qui cherchent, mais aussi la diaspora cherche. Donc, c'est une opportunité extraordinaire de pouvoir se rassembler pour pouvoir impacter. Oui. Surtout que maintenant, avec les nouvelles technologies, c'est très facile de créer ces passerelles. On n'a pas besoin forcément d'un événement comme celui d'aujourd'hui pour créer ces passerelles. Absolument. Aujourd'hui, l'Afrique se veut être digitale par essence. Donc on crée ces ponts technologiques par des plateformes, par du réseau qui est totalement digitalisé. Donc pas besoin forcément de se déplacer. Et même si on doit se déplacer, aujourd'hui je prends l'exemple de l'Algérie, mais beaucoup d'autres pays où on crée des ponts aériens. On a créé par exemple juste cette année plusieurs nouvelles lignes aériennes qui desservent l'Afrique et qui font aussi un relais, même pour les Européens qui veulent aller en Afrique, qui passent par des pays comme l'Algérie. Donc ça aussi c'est à souligner que les ponts qui se créent sont digitaux, sont humains, mais aussi parfois même aériens, physiques. Matériels, oui. Exactement. Donc aujourd'hui, quand nous, par exemple, on veut aller à l'international, le premier point de contact qu'on a, c'est bien évidemment notre diaspora qui est présente dans ces pays-là, mais c'est aussi après tous les partenaires qu'on a rencontrés dans ce genre d'événement ou qu'on va aller chercher en disant « Écoute, je veux investir dans tel pays, est-ce que tu peux me recommander quelqu'un ?» Donc c'est vraiment la notion de réseau, elle commence parfois aussi simple que ça. On va se rencontrer de quelqu'un qu'on a vu à l'African Startup Conference en disant « J'ai rencontré Douglas qui est au Cameroun, va le voir ». Il pourra peut-être t'aider, mais il saura avec qui te mettre en relation. Donc la notion de réseau, elle est fondamentale pour les entrepreneurs et je pense qu'aujourd'hui, ce genre d'événement a vraiment permis de concrétiser ce genre de mindset. Peut-être pour compléter de façon très concrète, entre le Cameroun et l'Algérie, il y a une ligne qui vient de Douala-Alger. C'est un exemple très concret. Donc imaginez par exemple, à partir d'un événement comme celui-ci, on se rencontre, même si c'est une fois par an, c'est déjà beaucoup. Mais on sait déjà qu'il y a une impulsion d'un État
Et puis derrière, on peut, grâce à des lignes aériennes, encore le commerce interafricain, pouvoir collaborer. Donc ça, je pense que c'est quelque chose de très, très, très intéressant. Vous parliez de la diaspora qui voudrait éventuellement investir en Afrique, mais qui a beaucoup d'appréhensions. Comment faire pour dissiper ces appréhensions et leur dire, écoutez, ça a changé, les mentalités ont changé, vous pouvez désormais venir tout en leur donnant des garanties ou des assurances? Alors, j'ai été approché par au moins 3-4 personnes qui voulaient investir en Algérie et qui me demandaient conseil. Donc c'est pour vous dire que ça va très vite. Mais en fait, aujourd'hui, à travers l'écosystème entrepreneurial algérien, parce que je suis algérien, mais aussi africain. Aujourd'hui, il y a les parties prenantes de cet écosystème sont tous un point de contact, que ce soit un incubateur, un accélérateur, un centre de formation, un expert, un cabinet de conseil. Peu importe le point de... Plus on leur donne de visibilité, moins ce sera compliqué pour ce genre d'investisseurs de trouver un point de contact. À partir de là, aujourd'hui, il y a des facilités qui se font à tous les niveaux pour accompagner les investisseurs. En Algérie, on commence à créer des bureaux uniques pour recevoir les investisseurs. Dans d'autres pays, pareil. Donc, à partir du moment où on a cette visibilité de dire voilà l'écosystème, comment est-ce qu'il est structuré, on crée ce mapping. L'investisseur saura où aller et à partir de là, ça va aller extrêmement vite pour pouvoir concrétiser son projet. Alors, vous parliez d'incubateur. Souvent, même ce mot start-up n'est pas compris par tout le monde. Il y a peut-être des jeunes diplômés qui nous regardent et qui ont envie de se lancer un jour dans le monde de la start-up. Moi, je suis jeune, j'ai envie de me lancer. Il me faut quoi pour lancer ma start-up? Très concrètement et très, très simplement. Alors, en ce qui me concerne, je pense qu'on a tous besoin de rôle modèle. Donc, quand je veux créer une structure, je vais essayer de me rapprocher déjà de personnes qui ont créé et qui vont me faire confiance. Oui. Deux, à partir des éléments que je vais mettre en place un modèle. Est-ce que mon idée est intéressante? Est-ce qu'elle concerne mon marché? Quel est mon marché? Quelle est ma cible? Ce sont des choses fondamentales. C'est avant tout, pardon Douglas, c'est avant tout une idée, start-up? Une start-up, c'est d'abord une idée. C'est d'abord une idée. C'est pas forcément des lieux, des locaux. C'est d'abord une idée. Et si cette idée est bien vendue, alors derrière, on peut mettre en place une organisation pour donner corps et générer des profits. Derrière, moi, je pourrais insister sur la notion de créer une marque qui soit empathique, qui soit profitable et qui génère en fait de l'empathie. Oui. À partir du moment où on a une idée et qu'on arrive à la transformer en une marque qui génère de l'empathie, qui soit profitable, là, on est sûr de pouvoir intéresser des personnes qui vont par exemple venir à un événement central comme celui-ci et qui sont là pour écouter justement ces personnes-là. Donc ça demande derrière bien sûr de pouvoir pitcher, de pouvoir intéresser les personnes. Mais effectivement, dès qu'on a une idée et qu'on est bien entouré, on peut en fait envisager de pousser par l'échelle. Et il faut savoir vendre son idée et pour cela, il faut peut-être des notions. La notion de formation, puisque vous êtes formateur, est importante. Un mot peut-être sur cet aspect-là, Soufiane? Alors, je pense que tous les start-upers qui commencent, ils passent une grande partie de leur temps à se former. Et se former est un exercice qui est tout au long d'une vie. Donc on n'arrête jamais réellement de se former. Mais pour rebondir sur ce que disait Douglas aussi, c'est aussi une idée, est un point de départ, mais c'est aussi l'exécution. Aujourd'hui, il faut savoir exécuter. Exécuter vite. Se donner les chances de réussir. Exactement, exécuter vite et se positionner sur le marché. Pour revenir sur l'aspect formation, durant tout cet événement, il y a eu beaucoup de workshops, beaucoup d'ateliers, beaucoup de formations, de conférences qui ont permis de donner à la fois le state of the art, l'état de l'art, où est-ce qu'on en est technologiquement, comment ça se passe à l'international, mais aussi de donner des best practices, de donner des tips, des conseils. Après, par exemple, une des particularités qui était de cette seconde édition de l'AFC, c'était par exemple qu'on on a formé même des investisseurs. Il y a eu un atelier où on a formé les investisseurs à travers à comment aujourd'hui gérer un portefeuille de start-up.
comment aujourd'hui investir, quel est le process, etc. Donc, c'est-à-dire que le fait d'investir n'est pas forcément, le fait de se former, n'est pas forcément réservé aux startups, mais tout le monde doit passer par cette formation. On ne naît pas savant, on ne naît pas forcément investisseur, que ce soit pour les business angels ou autres. Donc aujourd'hui, on forme, il y a des institutions qui forment, les incubateurs, les accélérateurs, toutes ces parties prenantes accompagnent et coachent et forment. Il y a des programmes de mentorat, etc. Donc c'est extrêmement important et ça se fait et ça continuera de se faire, sans parler du fait que la formation est un autre marché très porteur en Afrique. L'apport justement des experts dans le domaine de la formation, Douglas? Oui, alors moi en tant qu'expert et aussi pédagogue, avec un projet qui est de faire de l'Afrique le poumon du numérique mondial, sur sa jeunesse, je trouve ici un matériau extraordinaire parce que ces jeunes qui parfois sont sans repère, pour beaucoup en zone rurale, beaucoup en zone urbaine, qui se posent des questions sur l'avenir, mais qui ont une telle énergie, il faut pouvoir les encadrer. Il faut pouvoir leur proposer un plan d'action en 2, 3, 4, 5 étapes, d'où la pédagogie. Et quand ils vont suivre ces étapes, ils vont pouvoir arriver, à s'épanouir humainement, savoir qui ils sont, définir un projet professionnel, identifier éventuellement différents métiers comme les métiers du numérique et pourquoi pas choisir in fine la voie de l'entrepreneuriat. Donc la formation, c'est vraiment quelque chose de clé. Je terminerai sur cet aspect formation en disant que, et pour revenir un petit peu sur la question de que faire pour la diaspora aussi elle a besoin de rôle modèle. La diaspora aussi a besoin d'être formée. On n'est pas sur des sujets, on est sur des sujets qui ne sont pas liés à une expertise particulière. Donc nous, moi en tout cas, je suis très content quand avec expert, je commence d'avoir un point de rendez-vous. Et là, je vois que l'ASC peut être un point de rendez-vous phisique. Et vous savez, l'Afrique, on a besoin de se toucher, on a besoin de se frotter. C'est culturel chez nous. C'est culturel et c'est peut-être un des points d'éducation des VC. Je pense que l'éducation des VC, la formation des VC, c'est aussi de leur dire que pour évaluer par rapport à l'Afrique, il faut venir constater nos réalités, ne pas rester aux États-Unis en voulant investir en Afrique, en restant sur les codes des États-Unis. Donc moi, je pense que cet événement peut être une plateforme pour pouvoir aussi impliquer les gens de la diaspora, leur demander de se faire former, qu'ils prennent leur billet, qu'ils viennent, et puis qu'ils rencontrent. Là, on rencontre au moins 50 personnes au mètre carré. Et puis chacun avec son expérience, sa maturité, on va se faire une idée et pouvoir échanger et pouvoir creuser soi-même des pistes pour aller plus loin. Alors, par rapport aux jeunes qui nous regardent, qui ont, comme je le disais tout à l'heure, envie de se lancer dans cette aventure des startups, quels sont les créneaux les plus porteurs dans le domaine de la startup? La question serait surtout quels sont les créneaux qui ne sont pas porteurs. Ah, d'accord. Alors, en Algérie comme en Afrique, vraiment, en toute transparence, pratiquement tous les créneaux sont porteurs. Alors, il y a l'aspect formation, c'est un marché extrêmement important et qui est en train de croître. Ça, c'est le premier point. L'agrotech, les technologies dans l'agriculture, dans le développement des produits agricoles, etc. Ça aussi, c'est un marché extrêmement porteur et qui ne cesse de grandir. Vous avez les fintech, les technologies de la finance. Vous avez les legal tech, parce qu'aujourd'hui, les écosystèmes évoluent, donc les aspects légaux aussi, ils évoluent. Vous avez les aspects logistiques, donc tout dans la logistique. Franchement, peu importe où vous allez investir, si c'est en Afrique, il y a de fortes chances que ce soit un créneau porteur et un marché qui est en pleine expansion. Donc, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de l'exécution, à votre capacité, à vous positionner rapidement sur le marché, à proposer un produit qui a de la valeur pour vos clients, et derrière, très vite, pouvoir, vendre votre produit et avoir cette première claque, moi ce que j'appelle la claque du client. C'est-à-dire que plus vite vous allez tester votre produit sur le marché, plus vite vous allez être rassuré ou pas à pouvoir commercialiser votre produit. Mais derrière, en termes de marché, je vois peu de secteurs qui ne sont pas vraiment porteurs. Alors, ceux qui sont plus ou moins peut-être dans le déclin, c'est bien évidemment le oil and gas, aussi bien par des habitudes, mais aussi par des aspects environnementaux. Tout à fait. Mais là encore, il y a une transition énergétique et de mindset à aller vers des green tech. Il y a eu un side event qui s'appelle le Green Tech Programme Algérie, qui s'est conclu aujourd'hui, qui a aussi fait la promotion de ces projets-là. Alors, oui, Douglas. Alors, moi, par rapport à ça, vous savez, sur les jeunes qui nous écoutent, moi, je voudrais donner un conseil. Ils doivent apprendre, d'après moi, déjà, à développer une culture, on parle de start-up, une culture numérique,
avoir une posture, parce que avant de l'idée, il faut d'abord être capable de défendre l'idée, donc il faut avoir une posture professionnelle. Je dirais aussi qu'il faut être capable d'avoir peut-être un métier, pour ceux qui nous écoutent, s'intéresser à un métier et avoir une expertise dans un métier, et ensuite observer. Chacun d'entre nous, si on est en zone rurale, on est en zone urbaine, autour de nous, on va voir des besoins, on va voir des points où on se dit mais c'est pas normal que ce soit comme ça. Ouais. Et donc à partir du moment où on a un sens de l'observation, il y a matière. Il y a matière. Ouais. Et ça c'est dans n'importe quel secteur. Ouais. Donc je pense qu'il faut ouvrir, mais avant tout il faut que chacun se connaisse, sache qui il est, sache quelles sont ses forces, quels sont ses points d'amélioration, développer en fait une capacité à se présenter, à présenter une idée, apprendre un métier peut-être. J'encourage en tout cas d'aller vers les métiers du numérique. Nous, moi, en tant qu'expert, on accompagne les jeunes aussi à découvrir plein de métiers. Aussi. Et puis derrière, observer. Ouais. Dès qu'on observe, on dit « Ah, il y a quelque chose ». Et après, on s'entoure, on vient à l'ASC, on rencontre Sofiane, on rencontre des start-upers, et puis après, on essaie de s'entourer pour pouvoir exécuter. Ouais. Alors, on va bientôt conclure, hein, puisqu'on arrive à la fin de ce programme. Vous parliez de répondre à des besoins. Il y a certains qui créent ces besoins. Nous, on n'a même pas besoin de les créer, puisqu'ils sont là en Afrique. Il y a beaucoup de besoins auxquels on pourrait répondre à travers justement ces startups. Si vous deviez conclure cette émission, Sofiane, vous diriez quoi par rapport à l'avenir de la startup en Afrique ? Moi, je pense que les startups portées par des entrepreneurs au sens large, c'est pas un sprint, c'est un marathon. L'entrepreneuriat fondamentalement et aussi avec les startups, c'est un marathon. C'est à celui qui tiendra, qui aura le souffle long, du souffle exactement pour tenir. Mais derrière, je pense qu'aujourd'hui, les opportunités sont là. Les investissements, beaucoup font une fixation sur l'aspect financement. Le financement, pour moi, c'est vraiment en fin de chaîne qu'il vient. Il y a des gens qui sont spécialisés, qui ont de l'argent, qui investissent. Donc, il ne faut pas faire forcément une fixation dessus. Il faut créer vraiment... Aujourd'hui, l'écosystème, il se crée. Il reste quand même jeune. Mais aujourd'hui, les opportunités sont là. Donc, pour moi, si je devais donner un conseil, c'est formez-vous. Et surtout, allez dans l'exécution. Si vous avez une idée... Plus vite vous allez la tester, plus vite vous allez la prototyper, la mettre sur le marché, plus vite vous serez fixé à comment l'améliorer, comment l'upgrader et derrière vraiment confronter vos idées avec vos clients. La meilleure validation d'un projet, d'un produit, elle vient du client. Voilà. La finalité est là. Alors Douglas, pour conclure, le mot de la fin ? Alors le mot de la fin, j'invite les jeunes qui nous suivent à pouvoir, comme je viens de dire, identifier autour d'eux un besoin qu'il y a, voir quelles sont les entreprises qui essaient d'apporter une réponse de près ou de loin à ce besoin, comprendre comment l'entreprise répond à ce besoin et essayer d'apporter une innovation, quelque chose en plus que les autres entreprises ne proposent pas. Et à partir de là, on va pouvoir, fort d'un savoir-faire en termes de posture, apporter de la valeur. Merci beaucoup, messieurs. C'était très instructif, au moins pour moi. J'espère que nos téléspectateurs ont aussi profité de vos interventions. Voilà, ainsi s'achève notre magazine. Merci à toute l'équipe technique du Studio 2. Merci à notre réalisateur Mohamed Boulis. Et enfin, merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée. Au revoir.